Bienvenue à toutes et à tous dans Essentiel Express, heureux de vous retrouver pour une nouvelle analyse de ce qui fait l'actualité. Bonjour. Et l'actualité guinéenne, il faut le dire, est bouillonnante en ce moment. C'est le mot. On a vraiment l'impression que le pays vit sur deux temporalités, deux réalités presque parallèles. Exactement. D'un côté, il y a le visage brillant qu'on présente au monde, un pays qui sort de son isolement, qui est félicité, qui parle déjà de Vem République. Et de l'autre, il y a le quotidien. Le quotidien beaucoup plus rude, fait de bulldozers dans les quartiers de Conakry, de difficultés administratives qui pèsent vraiment sur les citoyens. c'est tout à fait ça. D'un côté, les grandes manœuvres diplomatiques, les plans de refondation de l'État, et de l'autre, les préoccupations très terre-à-terre des Guinéens. C'est ça. Aujourd'hui, on va justement plonger dans ces deux visages de la Guinée. On va décortiquer son repositionnement international, les grands chantiers politiques qui se préparent, mais aussi et surtout, on va confronter cette ambition à la réalité vécue par la population. Et voir comment tout ça s'inscrit dans un voisinage régional lui-même, en pleine turbulence. Notre discussion va donc tourner autour de cette question centrale. Ces deux Guinées, celle des grands discours et celle du quotidien, peuvent-elles se réconcilier ? C'est tout le défi du moment. Alors justement, parlons de ce visage brillant. La nouvelle qui a dominé tous les débats, c'est la fin de l'isolement diplomatique. La Guinée est de retour. Oui, et c'est un soulagement immense pour les autorités. La levée des sanctions de l'Union africaine et de la CEDEAO. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, oui. Voilà, c'est le signal que Conakry attendait. C'est vu comme la validation d'un processus, la récompense des efforts pour un retour à l'ordre constitutionnel. Pour le gouvernement, clairement, la page est tournée. Et on sent une certaine euphorie dans les déclarations. Le Premier ministre, Amadou Horiba, n'y est pas allé de main morte. Non, pas du tout. Il a affirmé que la Guinée sera désormais, je cite, citée comme un modèle dont il faut étudier les réussites. C'est une phrase très, très forte. C'est très fort. Mais est-ce que c'est crédible ? Est-ce que les autres pays de la CEDEAO, qui ont leur propre crise, voient vraiment la Guinée comme un modèle en ce moment ? C'est une excellente question. En fait, cette déclaration a une double fonction. D'abord, c'est un message de confiance envoyé à la population guinéenne. Regardez, nous sommes sur la bonne voie, l'avenir est prometteur. D'accord. Ensuite, et c'est peut-être le plus important, c'est un message adressé aux partenaires internationaux. Il s'agit de dire, la Guinée est un pôle de stabilité, en tout cas potentiel, dans un Sahel qui brûle. Investissez ici, travaillez avec nous. C'est une manœuvre de communication politique, donc. Audacieuse, oui, qui vise à capitaliser au maximum sur ce retour en grâce diplomatique. D'accord. Donc c'est une ambition qui est clairement affichée. Et pour la concrétiser, il faut des actes en interne. Justement, sur le plan politique, les choses semblent s'accélérer. Énormément. On a la directrice générale des élections, Madame Kamara Djenabou Touré, qui a annoncé un véritable marathon électoral. Un marathon, oui. Législative, communale, régionale, sénatoriale. Tout un cycle se prépare. Mais l'élément le plus crucial de son annonce, c'est une petite phrase. Laquelle ? Aussi presque inaperçue. La Guinée va adopter un nouveau mode de scrutin. Ah voilà, ça c'est typiquement le genre de détail technique qui a des conséquences politiques gigantesques. Un nouveau mode de scrutin, ça peut vouloir dire quoi concrètement ? C'est le cœur du réacteur politique. Changer les règles du jeu électoral, c'est redessiner la future carte du pouvoir. Exactement. Pour faire simple, imaginez deux scénarios. Si on va vers un scrutin de liste à la proportionnelle, ça pourrait favoriser la représentation de plus petits partis à l'Assemblée nationale. Ce qui créerait un parlement plus diversifié, peut-être plus difficile à contrôler. Précisément. À l'inverse, si on opte pour un scrutin majoritaire uninominal, comme dans les pays anglo-saxons, ça tend à renforcer les grands blocs politiques et à écraser les petites formations. Le choix n'est donc pas du tout technique. Pas du tout. Il est éminemment stratégique. Et il déterminera le visage de la future 5e République. Donc, on prépare les futures élections, mais on veut aussi réorganiser la machine de l'État et les forces politiques. On entend beaucoup parler de cette idée de fusion des partis alliés au sein de la Génération pour la modernité et le développement, la GMD. Oui, l'idée serait de créer un grand bloc uni pour soutenir l'action gouvernementale. Pour l'efficacité, ça semble logique, non ? En théorie, oui. Avoir un grand parti unifié peut donner plus de cohérence, plus de force à l'action du gouvernement. C'est l'argument de personnalités comme l'ancien ministre Keyamou Bogola Abba.
Mais dans la pratique? Mais dans la pratique, et l'histoire politique guinéenne est riche d'exemples, fusionner des partis de force, c'est souvent le meilleur moyen de créer des frustrations profondes. On tue le débat interne. On tue le débat interne, on marginalise des figures locales. Diabati Doré, du parti RPR, a une formule qui résume ça parfaitement. Oui. Il a dit « On peut être dans la mouvance tout en gardant son identité ». C'est tout le défi. L'efficacité immédiate peut coûter très cher sur le plan de la vitalité démocratique à long terme. C'est fascinant. Donc, au sommet de l'État, on dessine des plans, on parle de contre-pouvoir, de 20e République, on pense stratégie électorale. Mais si on descend dans la rue à Conakry, est-ce que les gens ressentent cette refondation? Pas vraiment, non. Ou est-ce qu'ils voient surtout les bulldozers? Vous mettez le doigt sur la fracture. Pendant que ce débat politique se déroule, le quotidien de milliers de Conakrycas est bouleversé par les vastes opérations de déguerpissement. Un sujet d'une sensibilité extrême. Extrême, oui. Le président Mamadi Doumbouya est même intervenu personnellement pour justifier ces opérations. Il a parlé de compréhension, de sacrifice collectif. Oui, il a insisté sur le fait que ce ne sont ni des sanctions, ni un manque de considération, mais une nécessité pour la sécurité nationale. Mais ces mots, aussi forts soient-ils, ça doit être difficile à entendre pour une commerçante de Lambanji qui perd son gagne-pain ou une famille qui se retrouve sans toit. C'est là que les deux Guinées se heurtent violemment. D'un côté, vous avez la vision d'un État stratège qui veut moderniser sa capitale, récupérer les emprises de l'État, sécuriser des zones. Et de l'autre? De l'autre, vous avez la réalité humaine. Des personnes qui disent, et on peut les comprendre, n'avoir nulle part où aller. C'est un décalage vertigineux entre la macro-politique et la micro-réalité. Et cette fracture, elle ne se limite pas qu'au déguerpissement. Oh non, loin de là. Prenez cette histoire de pénurie d'extraits de naissance biométriques. Ça fait près de 3 mois que ça dure. Moi, j'ai du mal à comprendre. C'est incompréhensible. On parle d'un document de base, essentiel pour s'inscrire à l'école, pour voyager, pour chercher un travail, pour tout. Comment un État qui se veut un modèle peut-il faillir sur un point aussi fondamental pendant si longtemps? C'est une contradiction criante. Et ça illustre les faiblesses structurelles de l'administration. Vous pouvez avoir les plus grands projets du monde, mais si un citoyen ne peut pas obtenir un simple papier, toute la machine est grippée. Et ça empoisonne la vie des gens? Complètement. Ça nourrit un sentiment de frustration. Et pour beaucoup, la refondation reste un concept très lointain tant que ces problèmes très concrets ne sont pas résolus. Et ça ne s'arrête pas là. Les sources qu'on a pu consulter pointent aussi une montée de l'insécurité. On parle d'une recrudescence des cas de viol dans la région de Bokeh, ce qui est très inquiétant. Très inquiétant, oui. Et à Conakry même, le port artisanal de Kaporo est décrit comme étant gangréné par la consommation de drogue. Ce qui crée un climat d'insécurité pour les pêcheurs, les habitants. Absolument. Et on pourrait ajouter à cette liste les défis permanents, comme l'assainissement. L'image du pont de Lambani, toujours envahi par les ordures, malgré les campagnes de nettoyage, est symptomatique. Ça montre à quel point il est difficile de faire passer les directives dans la réalité du terrain. Et de changer durablement les comportements. Tout cela mis bout à bout, les déguerpissements, les pénuries, l'insécurité, l'insalubrité, ça dresse le portrait d'un quotidien difficile. Un quotidien qui contraste fortement avec le discours optimiste des sphères politiques. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce contraste nous rappelle aussi que la Guinée n'est pas une île. Tous ces défis et ces ambitions doivent être analysés à la lumière de ce qui se passe juste à côté, dans une sous-région qui est tout sauf calme. En effet. Et l'actualité récente l'a encore montré de manière spectaculaire. Je pense à l'attaque contre l'aéroport de Niamey au Niger. Qui a déclenché une réaction extrêmement vive de l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Oui, l'AES, c'est-à-dire l'Alliance militaire Mali, Burkina Faso, Niger. Et leur réaction était immédiate et très accusatrice. Ils parlent d'une attaque préméditée et pointent du doigt des réseaux de soutien étrangers. Et ils ne sont pas restés dans le vague. Les accusations sont directes. Le général Tiani, l'homme fort du Niger, a nommé la France, mais aussi 2 voisins. La Côte d'Ivoire et le Bénin. Exactement. Ce sont des accusations d'une gravité exceptionnelle, qui ont immédiatement jeté un froid glacial sur les relations diplomatiques. Abidjan a réagi au quart de tour en convoquant l'ambassadeur du Niger. On est dans une escalade verbale très dangereuse. Très dangereuse. Dans ce contexte, la position de la Guinée est particulièrement délicate, non? C'est tout l'enjeu. La Guinée doit jouer les équilibristes. D'un côté, elle veut être ce fameux modèle de retour à la normale, un partenaire fiable. De l'autre, elle partage des frontières et une histoire avec ces pays de l'ES.
Comment naviguer dans ce champ de mines diplomatique? C'est un exercice de haute voltige. Elle ne peut pas se couper de ses voisins, mais elle doit en même temps rassurer ses partenaires de la CEDEAO et de la communauté internationale. Chaque prise de parole est scrutée. Le moindre faux pas peut coûter cher. La stabilité régionale est si fragile. Si fragile que n'importe quelle étincelle peut mettre le feu aux poudres. Et cette complexité des relations régionales, on la retrouve parfois dans des domaines plus inattendus, comme le sport. On a vu les tensions après la finale de la CAN. Oui, les incidents ont mené à de lourdes sanctions de la Confédération africaine de football contre le Sénégal et le Maroc. Mais ce qui est très intéressant, c'est la posture sénégalaise. C'est-à-dire? La fédération a décidé de ne pas faire appel des sanctions. Et ça, c'est un geste politique. C'est une décision qui vise clairement l'apaisement, à ne pas envenimer les choses. Et c'est intéressant de voir ça à la lumière de ce dont on parle. Cette décision d'apaisement sur le terrain sportif, c'est un peu ce que la Guinée essaye de faire sur le terrain diplomatique. C'est une excellente analogie. Choisir de calmer le jeu pour se reconcentrer sur les défis intérieurs. Parce que ces défis, on le voit bien, sont colossaux partout dans la région. Tout à fait. Que ce soit sur un terrain de foot ou sur l'échiquier diplomatique, la tendance de fond pour beaucoup d'États, c'est de tenter de sécuriser leur environnement pour se concentrer sur l'essentiel, les problèmes de leurs propres citoyens. Ce qui nous ramène à notre point de départ pour la Guinée. Exactement. Si on essaye de rassembler toutes les pièces du puzzle, on a une Guinée à un moment charnière. Un retournement fanfare sur la scène internationale, une volonté affichée de réformer en profondeur l'État. Mais, et c'est un mais énorme, cette grande ambition de refondation se cogne de plein fouet aux réalités du quotidien. Le coût social des projets d'urbanisme. Les blocages d'une administration qui n'arrive pas à fournir des documents de base, une insécurité qui préoccupe les familles. L'équilibre entre cette vision à long terme et les besoins urgents, immédiats, est plus que jamais au cœur de l'équation guinéenne. Ce qui nous amène à la question de fond, pour conclure. Avec la fin des sanctions, avec ce nouveau cycle électoral qui s'annonce, la Guinée tourne indéniablement une page, mais est-ce que ce nouveau chapitre sera si différent du précédent? C'est toute la question. La refondation politique, aussi nécessaire soit-elle, risque de rester une coquille vide si elle ne se traduit pas par des améliorations concrètes dans la vie des gens. En d'autres termes, Comment concilier la construction d'un État stratège, pour reprendre l'expression du Premier ministre, avec les urgences du citoyen qui a simplement besoin d'un extrait de naissance pour son enfant, de sécurité dans son quartier ou de savoir où il va dormir demain? c'est à la capacité du pouvoir à répondre à ce défi. Qu'on jugera de la réussite de cette transition. Une question fondamentale qui restera ouverte et que nous continuerons bien sûr de suivre. Merci de nous avoir écoutés pour cette analyse sur Essentiel Express. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tour d'horizon de ce qui fait l'actualité.